C'est un livre formidable pour un artiste qu'on aime, c'est Zep. Bonjour Zep. Bonjour. Dessiner le monde. Parce que c'est vrai qu'on se dit, bah, évidemment il y a Titeuf, évidemment il y a ce triomphe, il y a ce succès de ce personnage, puis il y a tellement de choses aussi. Et là, on découvre avec cette conversation avec Romain Brett, c'est publié chez Rue de Sèvres, tout le parcours, et alors je le dis, c'est le mot pour moi, plus qu'un dessinateur, un auteur, un artiste. Parce que derrière ça, il y a un petit gamin qui un jour a commencé à dessiner sur des cahiers d'école, sans savoir ce qui allait lui arriver. C'est ça, ça a commencé comme ça en fait. Qui sait toujours pas complètement ce qui va lui arriver d'ailleurs. Mais c'est ce qui est intéressant en fait quand on déroule, parce qu'on le fait jamais. Quand on fait de la bande dessinée, on est un peu toujours le nez sur le guidon à dessiner des albums et s'arrêter et mettre en perspective tout ce qu'on a fait dans une conversation. En fait, cette conversation avec Romain Brett, elle a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Et d'aller rechercher des très vieux dessins jusqu'aux dessins actuels. On comprend aussi pourquoi les choses sont déroulées de cette manière. Alors là, on voit un des premiers super. Là c'est vraiment, voilà, on est allé chercher dans des très vieux trucs. Carrément dans les tiroirs de la chambre de gamin, là. Mais il y avait ça. Alors, un papa policier, j'ai appris ça. Un papa policier, ouais, qui racontait son quotidien à midi quand il rentrait manger. Et quand j'étais petit, il était à la brigade criminelle. Donc, il racontait des histoires assez dures. Enfin, pour lui, c'était son quotidien. Donc, il parlait à la fois du problème qu'il a eu pour parquer sa voiture et de la levée de corps qu'ils avaient fait dans la foulée. Et quand on a 4-5 ans et qu'on entend des histoires de levée de corps, l'idée qu'on se fait du monde extérieur est assez terrifiante. Et je pense que j'ai développé cette faculté d'inventer des histoires et d'inventer un monde imaginaire pour échapper au monde réel. Ouais. Et j'ai supplié mes parents de ne pas aller à l'école, de rester le plus longtemps possible. J'ai échappé à la première année de maternelle. Et bon, un jour, j'ai quand même dû y aller. Et après, c'est toute cette histoire de comment on construit un monde en dessin. Et petit à petit, pour finir, le vrai monde, je me suis aperçu il était moins horrible que l'idée que je m'en étais faite. Ouais. Et je suis allé vers ce monde, et c'est l'histoire de ce livre, en fait. Ah mais c'est ça, c'est fou. Alors, en plus, c'est un très beau livre, hein. Très beau bouquin. Il y a les dessins, tout ça s'est reproduit. Et alors, on découvre ça, dessiner le monde, finalement. C'était l'idée de départ, de dire échapper au monde, le dessiner pour pouvoir y échapper, en fait, c'est ça? En fait, au départ, c'était plutôt dessiner mon monde imaginaire. Et puis, petit à petit, le dessin m'a amené à aller à la rencontre du monde, à aller à la rencontre des gens, à voyager. Titeuf, il m'a emmené dans des endroits où je ne serais jamais allé. Il a été traduit dans, je sais pas, une quarantaine de pays. Donc, je me suis retrouvé à les dédicacer en Chine, en Corée, en Afrique. Ouais. Pour moi, ma manière de me sentir chez moi quand j'allais dans ces endroits très loin de mon atelier, c'était de les dessiner. Donc, j'ai rempli des carnets de dessins qui sont des dessins d'observation. Et ça a été tout à coup un autre exercice et je me suis rendu compte que j'aimais faire ça. J'aimais aller à la rencontre de ce monde et de le consigner dans des carnets. Et ça m'a donné envie aussi de raconter d'autres histoires, des histoires avec ce dessin-là, ce dessin qui est un dessin plus d'observation et qui sont des histoires peut-être plus fragiles, plus graves, pas drôles, parce que justement, il n'y a plus forcément besoin de cette protection de l'humour. Et puis, c'est devenu cette collection qui a été développée à Rue de Sèvres avec les albums Une histoire d'homme, The End, Ce que nous sommes. Ils sont plus des romans graphiques, hein, comme on dit aujourd'hui. Et par contre, c'est comme une nouvelle langue que j'aurais appris. J'ai continué à parler celle de Titeuf et j'adore avoir ce rendez-vous régulier avec mon personnage. Mais ça, c'est l'histoire de cette métamorphose et d'un dessinateur qui sort de sa chambre d'enfant pour aller vers le monde des adultes. Ouais, et donc c'est magnifique, parce que même si on dit un mot de Titeuf, ce qui est troublant, au fond, des confidences qui sont dans ce livre, c'est dire, au fond, quand on te demande est-ce que tu as fait Titeuf pour les enfants, est-ce que tu l'as fait pour les adultes, etc., tu réponds non, je l'ai fait pour moi. Et au fond, on se dit que Titeuf, c'est derrière, évidemment, le rire, derrière le regard sur la société de l'enfance, il y a une fragilité personnelle, il y a un regard justement sur le monde qui est très fort. Oui, mais à travers je suis très heureux d'avoir ce personnage parce qu'il me permet de garder ce regard et de dire des choses que je ne pourrais pas dire moi, parce qu'il peut se permettre de dire plein de choses, Titeuf. C'est légitime, la curiosité d'un enfant, elle est complètement... il a le droit de poser toutes les questions. C'est même nécessaire de le faire. C'est comme ça qu'on grandit. Et par contre, il y a certaines questions que moi, à 56 ans, ce serait un peu malvenu de les poser, mais lui, il a le droit de le faire. Donc, j'utilise ce personnage aussi pour sa pertinence.
Ce qui est fou, c'est que voilà, l'auteur de Titeuf qui est né en 1992, avant évidemment, il grandit avec Achille Talon de Greg, il grandit avec Lucky Luke, il grandit avec tous les maîtres, Gottlieb, qui est là et que finalement on se nourrit de ça. On est dans une histoire de transmission qui est assez forte dans la bande dessinée. La bande dessinée, aujourd'hui, elle est beaucoup plus riche que quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la bande dessinée pour tous les publics. Je crois que quand j'avais l'âge de Titeuf, la bande dessinée, c'était surtout des aventures faites pour les petits garçons. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Mais il y a une histoire de transmission assez forte. C'est-à-dire que tous les gens qui la pratiquent parce qu'ils en ont lu quand ils étaient enfants. Et c'est un métier généralement qu'on a commencé quand on était enfant. Donc on a dessiné de manière très naturelle, très enfantine. Puis petit à petit, on a développé ce qu'on avait envie de raconter. Et c'est là où chacun trouve un peu son terrain. C'est là où naissent Léon Coquillard, Cradoc, des personnages qui vont précéder Titeuf, ou Victor. Alors Victor, il a un petit côté... il ressemble un peu aux Zep. Il a un petit côté rouquin. Ouais. Il avait un petit côté, il était habillé comme Tintin, il avait des pantalons golf. C'est vraiment un concentré des influences que j'avais à l'époque. Ouais. C'est un personnage qui avait été publié dans le journal de Spirou à l'époque. Donc, il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent « Est-ce qu'il y aura un album de Victor ?» Alors que je pense que la dernière planche de Victor a été publiée il y a pas loin de 40 ans. Ouais. Et alors, il y a un moment, on sent qu'il se passe quelque chose, et il y a Happy Sex qui arrive. Et là, on voit un dessin qui nous parle à la manière de Titeuf, du dessin de Titeuf, de sexualité, avec un regard drôle. Et on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Là, on va vers autre chose. Oui. En fait, c'était l'envie de faire une bande dessinée drôle pour les adultes. Je venais de travailler 2 ans à l'époque sur l'exposition du guide du zizi sexuel à la Cité des Sciences. Donc j'avais passé beaucoup de temps à dessiner et à réfléchir comment parler de sexualité aux enfants. De manière drôle, décomplexée. Et j'ai eu envie de faire la même chose pour les adultes. Ouais. Et on m'a dit, mais non, il faut surtout pas, parce que tu es l'auteur des enfants, donc il faut pas faire un truc pour les adultes. Et je pense que c'est peut-être le côté un peu mal élevé que j'ai gardé. C'est-à-dire que si on me dit que je dois pas faire quelque chose, forcément, ce serait irrésistible de le faire. Oui, il y en a qui arrivaient pour les dédicaces, qui avait un Titeuf, un enfant, puis derrière, il y a un adulte qui arrivait avec Happy Sex. Voilà. C'est bien. Et là, il en faut pour tous les publics. On voit, et d'ailleurs, ils sont dans ce livre, des croquis, des dessins de nus, de personnages, d'après nature. Et ça, c'est vrai qu'on s'imagine que tu vas comme ça dans des ateliers pour travailler le corps. Moi, j'adore dessiner d'après nature, donc alors que ce soit du dessin de modèle ou du dessin dans la rue, du dessin en voyage, je dessine à la montagne. Enfin, j'aime bien. C'est pas le même exercice. Un dessin comme ça, par exemple, c'est vraiment un dessin où on regarde assez peu sa feuille, on regarde le modèle et on essaye de transmettre directement à la main ce qu'on a sous les yeux. Alors que le dessin de bande dessinée que j'ai, mon dessin de Titeuf, c'est un dessin où je suis beaucoup plus crispé, et je les dessine plus petits sur ma feuille, presque en mettant le bras devant pour pas qu'on me copie. C'est un autre exercice. Mais en même temps, on se dit, tiens, c'est écrit dans le livre de Titeuf. Là, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je suis courbé, recroquevillé sur ma feuille. Quand je dessine d'après nature, je respire, je suis droit. On se dit qu'au fond, tu as besoin de ça. De plus en plus, de plus en plus, parce que voilà, c'est aussi des problèmes de santé de dessinateur. Il y a une usure au bout d'un moment dans cette posture de passer 10 heures par jour assis à dessiner. Mais c'est pas la même. Effectivement, c'est bien de varier les plaisirs, de varier aussi les histoires qu'on va raconter. Et c'est des choses qu'on fait de manière instinctive. Pour se régénérer, au fond. Oui, c'est ça qui est le mot. C'est ça. Il y a un moment, on sent que le dessin qu'on fait nous fait plus forcément plaisir, donc on a besoin de l'emmener ailleurs, d'y revenir. Enfin, il faut que ce soit quelque chose qui respire tout le temps, je pense. La création, ça doit respirer, sinon ça devient quelque chose d'ennuyeux. Et si c'est ennuyeux pour celui qui le fait, c'est forcément ennuyeux pour le lecteur. Oui. Mon dessin réaliste est un dessin explorateur, comme une découverte du monde. Oui, et perpétuel, parce que je peux pas dire que ce soit un dessin que je maîtrise de la même manière que je maîtrise mon dessin humoristique. D'ailleurs, j'ai gardé ce choix, c'est que chaque album réaliste que j'ai fait dans cette collection
je vais dessiner les décors d'après nature, donc je vais sur place, je collecte tout ça dans des carnets. Et pour les personnages, en fait, je fais tout un storyboard, je dessine toute mon histoire de manière assez simple, je fais ma mise en scène, et après je fais un casting et je choisis les personnes qui vont figurer mes personnages. Et je dis, par exemple, Patrick, vous seriez bien pour faire tel personnage. Et les gens viennent chez moi et je les dessine. Je leur demande de jouer en fait la scène et je les dessine. Et c'est ce qui va faire le style de ce dessin. C'est pas un dessin complètement maîtrisé, c'est vraiment un dessin d'observation. Oui. Et ça donne un ton particulier aussi à l'histoire. Mais alors, il y a cette question, d'ailleurs, qui est dans le livre. Hein. Est-ce que le succès va me donner plus de liberté ou bien m'emprisonne? Et au fond, on sent que l'artiste a besoin de cette liberté, que le succès ne peut pas l'emprisonner. C'est ça. Le succès, il peut... moi, je dois dire que je suis très heureux du succès que j'ai eu et il m'a aidé énormément. Mais ça peut être un moment quelque chose qui vous emprisonne parce que de peur de le perdre, on aurait tendance à refaire toujours la même chose. Et moi, je suis lecteur de bande dessinée aussi. Et je sais que même si j'ai adoré un livre, j'ai pas envie qu'on me repropose le même après. J'ai envie que l'auteur qui l'a fait m'emmène ailleurs, me surprenne de la même manière. Et qu'est-ce que j'en attends? J'en sais rien. J'ai envie qu'on me fasse la surprise. C'est comme c'est un cadeau. On n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. Ouais. À force de regarder le monde, je me suis mis à l'aimer, à l'apprivoiser en quelque sorte. Et on sent, et on dit même à un moment donné, les autres, c'était une difficulté pour moi. Mm-hmm. Oui, quand j'étais enfant, comme je l'ai dit avant, j'aurais tout donné pour rester dans ma chambre à dessiner. J'avais pas forcément envie d'aller vers les autres. Et en fait, le dessin m'a poussé vers les autres parce que, de fait, je suis devenu le dessinateur de la classe, de l'école, du quartier. Et donc, tout le monde venait me demander des dessins, de raconter des histoires. Je me rappelle que dans la cour d'école, je racontais des histoires. Je faisais un peu le conteur du préau. Et c'était génial parce que, pour finir, c'est un truc que m'avait appris ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère, elle m'épatait énormément parce que c'était comme un jukebox à histoire. Je lui disais, j'aimerais une histoire avec ça, ça, ça et ça. Et elle, tac, ça démarrait tout de suite. Elle racontait. Alors, c'était toujours les mêmes histoires. Mais quand on est enfant, ça m'a fasciné. Ça me semblait être le super pouvoir le plus génial du monde. Ouais. Et alors, cette idée d'aller s'enfermer dans un monastère, moi, ça me surprend. Qu'à un moment, c'est vrai. Tu dis, oui, je partais un jour, une semaine. Ouais, Besoin d'aller... Alors, il y a eu un album, Rue de Sèvres, hein, qui racontait l'histoire de ce moine. Mm-hmm. C'est au fond cette contemplation, puis ce désir de s'isoler du monde. Ouais. Je pense que j'ai gardé ça parce que c'est mon métier, hein, quelque chose de monacal. Hein. Moi, je passe la plupart de ma vie, je suis tout seul dans mon atelier. Alors, il est un petit peu plus luxueux qu'une cellule monacale, mais disons que c'est quand même l'idée d'être un pied juste en dehors du monde pour l'observer. Mais j'ai besoin de cette respiration, d'y aller et de revenir. Je ne peux pas écrire une histoire dans le bruit, mais j'ai besoin d'aller dans le bruit de temps en temps. Ouais. En musique aussi, peut-être un peu, parce qu'évidemment, il y a la musique, il y a la fascination du rock, le dessin magnifique des Dylan et de toutes les stars, de Led Zeppelin, évidemment, et de tout ça. Et même l'envie d'avoir appelé un album Révolution 9. Oui, qui s'est appelé Diane pour finir, mais qui voulait s'appeler un titre des Beatles. Ouais. La musique, c'était quelque chose aussi là-dedans. Ouais, ça a toujours été important. Il y a pas mal de dessins issus de ça. En fait, pendant quelques années, j'ai eu la chance d'être dessinateur de coulisses pour des grands festivals, notamment le festival le Montreux Jazz et le festival Paléo, qui est un très grand open air en Suisse. Et donc j'avais un pass et je pouvais aller dessiner. Et autant les photographes se font exclure. Il y a un moment, les stars passent et ils disent non, on veut pas de photographe. Mais les dessinateurs, ils peuvent rester parce qu'au fond, même au contraire, les musiciens venaient vers moi pour voir ce que je foutais là, en fait. Et ça les amusait de voir un carnet avec plein d'extraits de concerts. Et j'aimais bien ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferai plus parce que il faut une bonne santé. On fait ça la nuit. Mais j'ai adoré, j'ai fait ça plusieurs années. Et ça m'a permis de faire un album de bande dessinée qui raconte cette période qui était happy rock. Et on a sorti beaucoup de dessins de cette époque, des carnets qui sont inédits. En fait, on a essayé de mettre un maximum de dessins inédits dans ce livre
pour que les gens qui découvrent, eux, de toute façon, connaissent peut-être que Titeuf, mais ceux qui connaissent déjà bien mon travail vont aussi voir pratiquement que des dessins qu'ils n'ont jamais vus. Non, mais dessiner les gens avant qu'ils ne disparaissent. C'est quelque chose de... Oui, le dessin comme ça pour garder la vie au fond. On voyait des visages comme ça, des croquis, des recherches, des mains aussi. Il y a un travail sur les mains. Ça, c'est quelque chose tous les grands artistes ont voulu atteindre ça, la main. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça moins difficile que les visages, mais j'adore dessiner ça parce qu'il y a énormément d'expressions. Le jeu du personnage passe aussi beaucoup par les mains, surtout dans Titeuf où il gesticule beaucoup, moins dans mes romans graphiques où là j'ai plus besoin du visage et parfois des décors. On va plus raconter par le décor qui est autour du personnage que par le personnage lui-même. Ouais. Au fond, je me mettais dans la peau de quelqu'un d'étranger. C'est quelque part être dessinateur, c'est en dessinant un arbre, par exemple, comme dans une des BD, on touche l'arbre. Et en quelque sorte, on s'approprie le personnage. On est ce personnage. Exactement, ouais. On devient ce qu'on dessine. Pendant la période où on le dessine, mais comme quand vous lisez un livre, vous devenez le personnage du livre. Pendant le temps de la lecture, on quitte son histoire et on devient quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on cherche. Quand on lit une histoire, quand on va voir un film, moi j'ai envie qu'on m'emmène ailleurs. Et c'est ce que j'aime quand je dessine, c'est aller dans une autre histoire que la mienne. J'ai envie tout à coup d'être quelqu'un du futur, quelqu'un du passé, un garçon de 10 ans dans le cas de Titeuf, mais que ça m'emmène ailleurs. C'est ça le plaisir de raconter des histoires. Oui. Si c'est juste raconter la sienne, au bout d'un moment, c'est un peu casse-pied. Oui, parfois il y a même une critique sociale. L'argent, le monde matériel, etc. Justement, la volonté de dire il y a une autre réalité plus intérieure. Et on sent la profondeur. Alors, derrière une œuvre comme celle-là, parce qu'il faut parler d'œuvre, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très profond. Et on le voit bien dans ce bouquin. Merci. Ouais. Une recherche peut-être utile aux autres. J'espère. Enfin, je pense qu'on est dans la transmission, parce que la bande dessinée, aujourd'hui, ça c'est quand même... Il y a beaucoup d'écoles de bande dessinée, mais moi j'ai appris le métier... j'ai fait une école d'art, mais après j'ai appris en lisant les bandes dessinées des autres, et quand sortait ce genre de livre, où tout à coup un auteur parlait de son travail, quand j'étais jeune auteur, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y avait eu Moebius, Franquin et Hergé, et Gottlieb, je crois, et tout à coup on voyait leur atelier, on voyait comment ils travaillaient, ils expliquaient leur démarche. C'était tout à coup, c'était le tombeau de Toutankhamon. On avait l'impression d'avoir une compréhension de l'histoire qu'on lisait depuis longtemps, et c'était génial. On avait accès au secret, en fait. Et alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus, déjà avec les réseaux sociaux, avec Instagram, vous pouvez presque être en lien avec tous les artistes que vous aimez, qui vont vous montrer, vous allez les voir en train de dessiner. Mais je trouve que c'est assez important d'expliquer, de montrer comment on fait les choses, de parler de la cuisine interne. En fait, comment un livre naît. Quand on a aimé un livre, quand on a aimé un film, un spectacle, c'est assez intéressant de savoir comment il a été fabriqué. Oui, j'ai une citation dans le bouquin. C'est une curieuse idée de penser que nous avons mis tant d'énergie à fabriquer des machines pour accomplir à notre place ce qui donne un sens à notre vie. Ouais. On est en plein dedans, là. Ouais. L'intelligence artificielle, par exemple. Ouais. Ça a été un peu le sujet du livre « Ce que nous sommes », c'est que les personnages vivent dans un monde qui a développé une technologie incroyable, mais cette technologie, elle est tournée vers le divertissement. Et c'est super, mais tout à coup, s'il n'y a plus que ça, si la finalité de notre existence, c'est d'être diverti pour pas qu'on s'ennuie avant notre mort, c'est un peu maigre. Je pense qu'on a mieux à faire que ça pendant notre passage sur Terre. Et on est probablement en train de chercher d'ailleurs ce que c'est, puisqu'on se rend compte que de plus en plus, les machines font ce qu'on fait aussi bien, voire mieux que nous, en tout cas plus rapidement, ça c'est certain. Donc il faut peut-être qu'on réécrive un nouveau scénario là sur notre présence terrestre. Ouais. Une question. Un raton laveur peut-il admirer un coucher de soleil? Ça, c'est une question qui est posée dans le livre. Oui, j'adore ça. C'est vrai. On sait pas. Moi, ça m'interpelle, un truc pareil. Ouais. Moi, je pense, probablement, on a été persuadé pendant des siècles
même des millénaires, qu'on était la seule espèce intelligente sur Terre. Heureusement, depuis maintenant quand même assez longtemps, on revient là-dessus. On se rend compte que les animaux qui nous entourent sont dotés d'une intelligence qui n'est pas la même que la nôtre, mais qui, sur certains points, est plus performante. Beaucoup d'animaux sont doués d'une prescience, c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance ce qui va se passer. On l'a tous observé. Si on a un chien, il réagit avant que les gens sonnent à votre porte ou avant que le téléphone sonne parfois. Donc il y a une espèce de prescience que nous, on n'a pas. Il y a une connexion du vivant auquel nous, on ne participe pas parce que l'humain s'est déconnecté depuis très longtemps. Donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui, où on se pose beaucoup de questions sur notre planète, le devenir de notre planète, de réfléchir à ça, de se dire, mais est-ce que plutôt que de penser qu'on est l'espèce supérieure et qu'on a le devoir de protéger les autres, peut-être qu'on devrait faire un peu silence et écouter ce qu'ont à nous dire les autres pour voir s'il n'y a pas une leçon à en tirer. Et je pense que le devoir peut-être de la fiction, c'est de raconter des histoires qui questionnent ça. Parce qu'on est toujours plus sensible à une histoire qu'on nous raconte que lorsqu'un scientifique vient vous expliquer ça, on l'écoute, puis on se dit ouais, peut-être. Mais ça ne nous touche pas de la même manière que si à un moment on est le petit bonhomme de l'histoire. Ouais. Et tu dis, je n'ai jamais été moine, ni vieux botaniste, ni star du rock. Mais Pas tout loin. ça, mais tout ça, dans le dessin, oui. Ouais, bah oui, Dans le dessin, ce qui est génial. Ouais. Mais en tant que lecteur aussi, on est tout ça. On a tous été un chevalier Jedi, un petit sorcier qui apprend. Enfin, à partir du moment où on entre dans une histoire de fiction, pendant les quelques heures qu'on va passer dans ce livre, on va être ce personnage-là. Et c'est ce qu'on veut, au fond. C'est génial. Ouais. Je pense que c'est pas que du divertissement. C'est une expérience dont on ressort chaque fois différent. Les livres qui nous ont marqués, on en ressort différent parce qu'on a vécu une expérience. Ouais. Non, mais moi, je me dis, mais c'est dingue, ça t'a complètement sauvé de la banalité du monde, quoi. C'est comme une nécessité, au fond. Et tu as eu le choix d'être dessinateur ou alors c'était un besoin vital? Je crois que j'avais envie de faire ça, mais j'ai pas tellement réfléchi. En fait, une vocation, elle se joue à peu de choses. Des fois, les parents, évidemment, sont importants parce que si les parents disent non, tu seras pas ça, tu feras un métier sérieux, bah, c'est difficile. On n'a pas forcément, quand on est tout petit, l'énergie de se battre contre la volonté de ses parents. Moi, ils m'ont jamais empêché de l'être et ils ont participé à ça parce que de temps en temps, ils affichaient un de mes dessins dans la cuisine et tout le monde qui passait pendant des semaines voyait ce dessin en disant « Oh, mais qui a fait ce dessin? C'est formidable! C'est Philippe, c'est lui qui l'a fait !» Et on se sent fier comme si on exposait au Louvre parce que tous les gens qu'on connaît sur Terre voient votre dessin. Et c'est génial. Ouais. C'est comme si l'humanité entière le voyait. Donc, et c'était probablement des dessins qui n'étaient pas terribles. Ils n'existent plus depuis longtemps, mais on ne les a pas gardés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ma maman les jetait quand même à la poubelle. Mais il y avait une espèce de fame comme ça qui a fait que je me suis dit, bon, bah, en fait, oui, je suis un dessinateur. Bah oui. Bon. T'en vois Super Pipus encore une fois, là. Quand tu vois ça, tu te dis... On signe pas tout de suite le contrat. Non, mais c'est tellement touchant de voir ça. C'est tellement presque émouvant parce qu'il y a du boulot, là. Hein. Le découpage... Il y a du boulot. Et en fait, ça, c'est une page. Et je faisais, mais comme un peu tous mes camarades dessinateurs et dessinatrices, on faisait des petits livres. Et après, presque le meilleur moment, c'est le moment où on les agrafait ensemble et qu'on mettait dans la même collection derrière, comme si c'était un vrai livre, en fait. C'était tellement jubilatoire de le ranger dans la bibliothèque avec les vrais livres de bande dessinée. C'était comme si on existait avec eux. Ouais. Et ton premier Titeuf, au départ, les gens n'en voulaient pas, hein, c'était pas évident. Tu l'as dessiné comme ça derrière une porte, je crois, je sais plus. Le premier dessin, c'est ça. En fait, au départ, Titeuf, c'était un projet personnel. Je pensais le faire pour moi dans un carnet. C'était une manière de terminer. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'était le moment pour boucler des choses de mon enfance. Donc je me suis dit, tiens, j'avais la sensation d'être dans ma chambre d'enfant et de retrouver tout ce que j'avais laissé comme ça en partant quand je suis devenu adolescent. En fait, on devient adolescent d'un coup. Et j'ai eu envie de reprendre un peu tout ça. Et je pensais que je ferais quelques pages. Et voilà, 32 ans après, je suis toujours en train de le faire. Donc, ça a été très long, mais enfin, ça continue. Et c'est génial. Mais pas du tout. J'ai imaginé que j'étais en train de créer un personnage qui allait devenir
mon personnage de bande dessinée qui allait m'accompagner toute ma vie. Mais heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour ça que je l'ai fait avec une complète liberté, parce que jamais j'ai pensé que ça aurait cette importance-là. Ouais. Mais le succès de Titeuf, c'est côté universel de Titeuf, pour moi, ça va bien plus loin que ça, comme une grande œuvre, comme Tintin avec Hergé, comme d'autres, qui dit que derrière ce succès, il y a quelque chose d'extrêmement profond. En réalité, et s'il n'y avait pas ce côté très profond, le succès n'aurait pas été celui-là. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder ça. Parce que là, on a la genèse, on a le pourquoi de Titeuf et pourquoi ça a touché tant et tant de gens. Et ça continue. C'est dessiner le monde. L'artiste Zep que j'ai en face de moi et que j'aime tant. Les conversations avec Romain Brett, c'est publié chez Rue de Sèvres. Hein. Et là, c'est vraiment formidable. Il faut lire ça. Et puis les dessins et l'album. Merci à toi. Merci Patrick.